Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée au cœur des sources. C'est un vrai plaisir de démarrer cette session pour décortiquer un sujet crucial. Bonjour, je suis vraiment impatiente de me lancer dans cette exploration avec notre approche analytique habituelle. Le concept de notre émission, pour ceux qui nous écoutent, c'est de prendre des documents complexes, souvent denses, souvent réservés aux spécialistes, et d'en extraire le savoir essentiel. C'est ça, on cherche à synthétiser l'information, relier les points sans surcharge pour offrir une compréhension vraiment claire des enjeux actuels. Et aujourd'hui, notre analyse se penche sur un corpus documentaire qui est particulièrement lourd de sens. On a sous les yeux un rapport final exhaustif daté de juin 2025. Un travail colossal, il a été co-rédigé par l'Université de Nouvelle-Galles du Sud, la fameuse UNSW Sydney, en collaboration avec Childlight et le Gendered Violence Research Network. Ouais. Et la mission de notre analyse en profondeur aujourd'hui, c'est d'examiner les conclusions de ce rapport concernant les risques d'abus sexuels sur mineurs dans les structures d'éducation et d'accueil de la petite enfance. C'est un document monumental qui marque, je dirais, un vrai tournant dans la recherche. Surtout qu'il s'appuie sur une méthodologie solide, non? Absolument. Une méthodologie à 3 piliers, une revue systématique des preuves, une analyse chirurgicale d'études de cas internationales et surtout l'exploitation de données inédites sur le profil des délinquants. Et c'est un sujet qui vient percuter de plein fouet nos instincts primaires sur la sécurité, en fait. Ce que ces sources accomplissent, c'est la déconstruction totale du stéréotype du monstre isolé. Le fameux prédateur qui agirait dans l'ombre par pur opportunisme, oui. Exactement. À la place, le rapport révèle des failles systémiques fascinantes sur le plan analytique, mais aussi profondément troublantes. Il faut préciser d'ailleurs que l'approche que nous adoptons ici sera purement factuelle. L'objectif n'est pas de faire du sensationnalisme. Non, pas du tout. Même si le sujet est sombre, le but est de décortiquer les mécanismes systémiques pour mieux informer et prévenir. On reste impartiaux face aux données. Cette lucidité analytique, c'est la seule arme dont on dispose pour développer des stratégies de prévention qui fonctionnent dans le monde réel. Eh bien, le point de départ idéal pour cette réflexion, c'est ce qui structure la première grande partie du rapport, ce qu'on pourrait appeler le mythe de la sécurité absolue. Oui, parce que culturellement, une crèche ou une garderie, c'est perçu comme un sanctuaire. Dans l'inconscient collectif, c'est l'endroit le plus sûr au monde pour un enfant. Sauf que les données froides montrent que les enfants de 0 à 5 ans y sont au contraire dans une position de vulnérabilité extrême. Et le rapport explique ce paradoxe avec une grille de lecture très spécifique. Ce que les chercheurs nomment le modèle écologique des facteurs de risque. L'intérêt, c'est qu'ils refusent d'isoler le problème. Ils décomposent le risque en plusieurs strates. En commençant par le niveau individuel, c'est ça? C'est ça, il faut réaliser que les tout-petits cumulent des facteurs de dépendance structurelle. Ils sont souvent préverbaux, leur développement cognitif ne leur permet pas de conceptualiser ce qui est approprié ou non. Ils sont dans une dépendance émotionnelle et physique totale. Et point crucial pour comprendre les opportunités d'abus, ils nécessitent des soins intimes réguliers. Comme le changement de couche. Le changement de couche, l'accompagnement en toilette, oui. Ce sont des moments de grande vulnérabilité. Cette vulnérabilité de la petite enfance crée un terrain propice. Mais les sources insistent lourdement sur l'existence de facteurs aggravants. La distribution du risque n'est pas égale. Les disparités sont même alarmantes. Les données soulignent que les enfants en situation de handicap sont plus de 3 fois plus susceptibles d'être victimes d'abus. 3 fois plus. C'est un multiplicateur de risque énorme. Et en parallèle, les enfants issus de minorités, comme les communautés des Premières Nations en Australie ou les enfants de la diversité linguistique, font face à des dangers décuplés. Il y a une double mécanique ici, si je comprends bien. Tout à fait. D'une part, les barrières de communication qui empêchent l'enfant de s'exprimer, et d'autre part, une méfiance historique de ces communautés envers les institutions. Donc les agresseurs savent détecter ça. Ils ont une acuité redoutable pour exploiter ces vulnérabilités croisées. Ils savent que la parole de ces enfants ou celle de leurs parents aura beaucoup plus de mal à être prise au sérieux. Si on essaie de visualiser cette mécanique, j'ai une analogie en tête. L'analogie de la chambre forte d'une banque. Ça me semble très pertinent ici. Je vois où ça nous mène, oui. Imaginons un grand bâtiment avec une enseigne lumineuse indiquant « banque ». Le public présume que l'or à l'intérieur est en sécurité simplement à cause du nom sur la façade. L'institution inspire confiance par défaut. Voilà. Mais si les clés du coffre sont confiées à des employés sans aucune supervision continue, sans caméra dans la salle, Le bâtiment lui-même devient le complice silencieux du vol. c'est exactement ça.
Qu'il s'agisse d'une banque ou d'une crèche, ça offre un faux sentiment de sécurité si les protocoles internes sont défaillants. L'image est frappante et ça correspond à ce que les chercheurs appellent l'écologie du risque. Les agresseurs dits professionnels ne se retrouvent pas là par hasard. Ils ciblent délibérément ces structures. Ils étudient l'architecture des lieux, ils cherchent les angles morts, les pièces sans fenêtres, ils exploitent les moments de sous-effectifs. Les moments où le ratio personnel-enfant est un peu limite. Ouais, en somme, ils utilisent la couverture institutionnelle, la respectabilité de la banque, de votre analogie, pour agir en toute impunité. Ce qui amène à une question qui hante souvent l'opinion publique. Comment un tel silence peut perdurer au sein d'une équipe acquis? Pourquoi ces crimes passent sous le radar de la hiérarchie pendant des mois, parfois des années? Les sources explorent ces barrières au signalement en profondeur. La première barrière, elle est développementale. Un enfant de moins de 5 ans n'a ni le vocabulaire ni la notion du temps pour structurer un récit. Et face à un traumatisme, il y a des mécanismes de dissociation. Très souvent, oui. Le rapport cite une étude clinique déterminante à ce sujet. Seulement 37% des cas d'abus font l'objet de révélations spontanées de la part de l'enfant. Seulement 37%. Ça veut dire que la majorité des découvertes sont accidentelles. Purement accidentelles. Un adulte remarque un trouble du sommeil sévère, un changement de comportement soudain ou un symptôme physique. Donc le silence de l'enfant s'explique par son développement, mais le silence de l'institution, lui, c'est autre chose. Le document s'attarde sur l'art du conditionnement, le fameux grooming. Et la révélation majeure, c'est que ce conditionnement ne vise pas que l'enfant. C'est une stratégie multidirectionnelle. L'agresseur tisse une vraie étoile sociologique. Il manipule ses collègues. Il flatte sa hiérarchie. Il construit une relation de confiance aveugle avec les parents. Son objectif principal, c'est de se forger une réputation de marbre. L'employé modèle, ultra dévoué, le premier arrivé, le dernier parti. C'est ce que les chercheurs Skurich et Dietz appellent l'effet de halo. Ce concept de l'effet de halo, il faut vraiment s'y arrêter. Ça explique l'aveuglement collectif. C'est ce biais cognitif où la perception globale qu'on a d'une personne est contaminée par une seule caractéristique positive initiale. C'est un prisme déformant redoutable. Si un éducateur est perçu comme un pilier moral ou un professionnel exceptionnel, le cerveau des collègues va chercher à préserver cette image. Donc on excuse l'inexcusable. La direction et les collègues vont minimiser, rationaliser des comportements qui devraient déclencher toutes les alarmes. Comme le fait de s'isoler constamment avec un enfant précis. Ouais, ça sera réinterprété comme un excès de zèle, une approche éducative personnalisée ou juste une maladresse. Et cette rationalisation nourrit une véritable ignorance institutionnelle. Les chiffres du rapport sont impeccables là-dessus. Les données révèlent que les professionnels non formés spécifiquement sur le grooming sont 9 fois plus susceptibles de se sentir incapables de repérer les signes subtils d'abus. 9 fois plus. C'est la différence entre un système qui protège et un système qui ferme les yeux. Ce multiplicateur de 9 prouve que l'intuition ne suffit pas. Sans formation, pour déconstruire ces biais, les signaux d'alarme sont tout simplement invisibles. Et pour ancrer cette mécanique dans le réel, le rapport a compilé des études de cas internationales. Ça montre bien que c'est pas circonscrit à un modèle éducatif spécifique. Le cas des Pays-Bas est spectaculaire à ce niveau. L'affaire Robert M. en 2010. 87 très jeunes victimes. La plupart étaient des nourrissons. Le mode opératoire montre une compréhension cynique de l'écologie du risque dont on parlait. Il ciblait exclusivement la phase préverbale. La mécanique était clinique. Dès qu'un enfant atteignait le stade où il maîtrisait le langage et pouvait potentiellement parler, l'agresseur arrêtait tout contact avec lui et passait à un bébé plus jeune. Le niveau de préméditation est terrifiant. Mais c'est la façon dont cette affaire a été découverte qui constitue l'électrochoc. L'alerte n'est pas venue de ses collègues, ni d'une inspection, ni d'un parent. La faille a été trouvée à des milliers de kilomètres. Par des enquêteurs fédéraux américains, oui. En analysant du matériel pédocriminel sur le dark web, ils ont remarqué un détail infime en arrière-plan d'une vidéo. Un modèle de parc pour enfants. Un parc de marque néerlandaise posé sur un lino particulier. C'est ce détail de décor qui a permis de remonter jusqu'à Amsterdam. Le choc a été tel que les Pays-Bas ont créé le principe des 4 yeux. Une règle d'or, l'interdiction pour un adulte de se retrouver seul dans une pièce avec un enfant, sous aucun prétexte. Cette défaillance du contrôle continu fait écho à une autre vulnérabilité, cette fois dès le recrutement, l'étude de cas australienne impliquant Shannon McCool. Ah, le cas McCool, c'est l'illustration de l'incompétence structurelle. L'ignorance des mécanismes de sécurité frise l'absurde là.
Il avait passé une évaluation psychologique obligatoire. Le psychiatre l'avait classé hautement à risque et recommandé de l'écarter de la petite enfance. Noir sur blanc. Et pourtant, il a été embauché. Parce que les membres du jury de recrutement n'avaient pas la formation pour lire ou comprendre le jargon clinique du rapport. Ils l'ont embauché en contournant un drapeau rouge gigantesque. Le rapport cite aussi des affaires en Suède et au Royaume-Uni. Vanessa George, par exemple. On y observe l'exploitation des angles morts administratifs. Le recours aux agences d'intérim notamment. Ça permet à ces prédateurs de papillonner d'une structure à l'autre dès qu'un soupçon naît. Ça efface leur historique. On voit aussi l'utilisation de stages non supervisés. Et le poids de la loyauté entre collègues qui paralyse tout. Quand on superpose toutes ces affaires internationales, un schéma d'une cohérence glaçante émerge. C'est le point de bascule de l'analyse. Lequel ? Dans la quasi-totalité de ces dossiers avec de multiples victimes, le mécanisme de protection interne a échoué. Les découvertes n'ont pratiquement jamais été le fruit d'une vigilance institutionnelle. Mais le résultat du travail de cyberenquêteur ? Exactement, ce sont les métadonnées, les traces numériques, qui ont stoppé ces agresseurs. Le danger réel était totalement invisible à l'œil nu sur le lieu de travail. Et cette déconnexion entre la réalité physique et numérique nous amène à la révélation la plus percutante du document, la section dédiée aux données inédites. Une enquête d'une précision chirurgicale sur un échantillon de 1939 hommes australiens. Le chiffre qui en ressort redéfinit la notion de risque. Un homme sur 9 travaillant au contact direct d'enfants correspond cliniquement aux critères d'un agresseur motivé. On parle de 11,1% des effectifs masculins interrogés dans ce secteur. C'est énorme, surtout comparé aux autres secteurs. Contre 3,8% chez les hommes évoluant dans des secteurs sans contact avec la jeunesse. Cette statistique est une onde de choc pour la prévention. Ça force à démanteler complètement notre imaginaire collectif du prédateur. Le marginal, asocial, repérable par son excentricité, ça vole en éclats. Le profil type est profondément contre-intuitif. Les données dressent le portrait d'hommes plus âgés, souvent 55 ans et plus, avec des revenus financiers élevés, ancrés dans des environnements urbains, et majoritairement hétérosexuels, mariés, ayant souvent élevé leurs propres enfants. En gros, l'incarnation du citoyen au-dessus de tout soupçon. Le père de famille respecté, le collègue investi. Une façade d'intégration sociale impeccable. Mais le rapport déchire ce vernis pour exposer une double vie numérique d'une complexité technologique stupéfiante. Les données sur leurs habitudes en ligne sont accablantes. L'utilisation d'applications de messagerie hautement cryptées, par exemple. Près de la moitié de ces agresseurs, 47,5%, utilisent l'application Signal, contre à peine 3,7% de leurs collègues non agresseurs. Ils sont aussi surreprésentés sur Telegram et le réseau Tor. Cette adoption d'outils de cryptage militaire montre une hypervigilance dédiée à la dissimulation et au cloisonnement de leurs deux vies. Et ce cloître numérique abrite une consommation de pornographie extrême. Le rapport pointe un chiffre troublant sur la zoophilie. Près d'un tiers de ces individus regardent activement de la zoophilie, 31,8%. C'est plus de 30 fois supérieur à la fréquence chez leurs collègues non agresseurs. C'est un marqueur clinique de déviance extrême. Et un marqueur qui ne laisse aucune trace comportementale dans l'espace de la crèche le jour. Il compartimente de façon glaçante. Mais la technologie joue un rôle encore plus pernicieux. Ces espaces cryptés servent de véritables chambres d'écho idéologiques. Le mythe du loup solitaire s'effondre ici. Les agresseurs sont 25 fois plus susceptibles d'avoir des amis directement impliqués dans l'exploitation infantile. Ils évoluent dans des communautés hyper structurées, où la déviance est normalisée. Ils partagent un système de croyances sophistiqué. Ils se convainquent mutuellement que leurs actes, prétendument d'affection, ne causent aucun dommage réel au développement de l'enfant. Ça neutralise leur culpabilité. Face à une menace aussi structurée, barricadée derrière des murs cryptographiques, on se demande comment les institutions peuvent réagir. Comment transformer ce savoir en bouclier ? La première étape, c'est d'accepter l'obsolescence de nos outils de vérification traditionnels. Le filtre du casier judiciaire est une passoire illusoire. La majorité n'a jamais été condamnée avant l'embauche. Leur casier est immaculé parce qu'ils maîtrisent l'art de ne pas se faire attraper, pas parce qu'ils sont inoffensifs. Fonder la prévention sur le casier, c'est naviguer à l'aveugle. Donc les recommandations du rapport exigent un changement de paradigme. Au lieu de deviner les intentions, il faut détruire l'opportunité. C'est le cœur de la réponse systémique, l'implémentation universelle du principe des 4 yeux. Et ça commence par l'architecture. Abattre les cloisons pleines qui créent des angles morts. Installer des murs vitrés, imposer le travail en binôme. L'espace physique doit interdire la dissémination. Il y a aussi une refonte des protocoles d'hygiène. Interdiction stricte de tout accès isolé lors des soins intimes.
Le change, l'aide aux toilettes, ce sont les fenêtres de vulnérabilité maximale. Le rapport détaille aussi un immense chantier sur la formation continue. Les modules génériques ne suffisent plus. Il faut enseigner la psychologie du grooming. Transformer chaque employé en témoin actif, capable de décrypter les signaux faibles chez ses collègues. Sans avoir peur des représailles ou de la pression sociale. Exactement. Créer une culture d'entreprise transparente et, du côté de la gouvernance, abandonner les inspections annoncées au profit d'audits surprises. Et mettre en place des bases de données interinstitutionnelles pour repérer les turnovers suspects, les démissions soudaines. Stopper les prédateurs itinérants. C'est un arsenal préventif structurel et non plus basé sur la bonne réputation individuelle. Pour conclure cette exploration très dense, cette plongée au cœur du rapport de l'Université de Sydney a mis en lumière la vulnérabilité intrinsèque des très jeunes enfants face à une menace qui exploite la bienveillance de l'institution. On a déconstruit l'illusion du casier vierge et l'effet de halo. Les données inédites ont révélé un profil d'agresseur inséré socialement, qui s'appuie sur la technologie et des chambres d'écho pour normaliser ses actes. Face à ça, la refonte systémique de l'espace et des protocoles est vitale. C'est une réflexion indispensable pour la protection de l'enfance, oui. Mais avant de refermer définitivement ce dossier, il reste une ultime observation formulée par les experts, une mise en perspective qui vient bouleverser tout notre paradigme sécuritaire. En effet, l'analyse macroscopique amène à formuler une question vertigineuse. Le rapport démontre que la quasi-totalité des abus systémiques sont découverts a posteriori grâce aux traces numériques et au travail des algorithmes de cybercriminalité. Et donc, si l'intégrité physique des enfants à l'intérieur de structures bien réelles repose désormais presque exclusivement sur l'analyse de flux de données sur Internet, que se passera-t-il inévitablement le jour où cette génération de prédateurs, de plus en plus éduqués aux technologies, prendra la décision rationnelle de ne plus rien filmer ? de ne plus rien partager et de se déconnecter totalement? N'avons-nous pas, dans notre quête de modernité, fini par sous-traiter la protection physique de nos enfants à l'industrie de la cybersécurité? C'est une pensée profondément troublante sur laquelle nous laisserons ceux qui nous écoutent méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse sans concession. À très bientôt pour une nouvelle plongée en profondeur dans les sources qui façonnent notre compréhension du monde.